Dans plusieurs de mes vidéos, je me suis déjà exprimé sur ce qu'était l'état profond sans pouvoir mettre des mots précis sur mes pensées, sur mes idées, puisque l'état profond était quelque chose d'assez flou pour moi. J'avais compris l'idée, le concept, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Et du coup, je suis tombé sur une vidéo qui est sur Putsch Media. Et franchement, c'est super bien expliqué. Du coup, on va regarder quelques extraits de cette vidéo et puis quelques extraits d'autres vidéos pour bien comprendre ce qu'est l'état profond et quel impact il a sur nos vies au quotidien et surtout sur notre futur. Parce que l'état profond a un véritable impact sur nos vies, sur nos dépenses, sur notre avenir, sur notre endettement, etc. Bref, l'état profond est partout, il est autour de nous, mais on ne le voit pas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est quelque chose qu'on devrait essayer de combattre. Malheureusement, on les paye avec nos impôts, ces gens qui sont dans l'état profond, ceux qui nous gouvernent dans l'ombre. Et malheureusement, ah, ça va être compliqué de s'en débarrasser. C'est des parasites qui ponctionnent notre épargne, qui ponctionnent notre train de vie, qui ponctionnent notre vie, littéralement, puisqu'on se tue à la tâche pour eux. Et ces gens-là se gavent sur nos pommes. Je vous conseille tout simplement d'aller voir cette chaîne, Putsch Media, qui est un média libre, qui est un média alternatif, qui est un média qui dit la vérité. Et qui dénonce pas mal de choses que les médias mainstream n'osent même pas divulguer. C'est même pas ne parle pas, c'est ils n'osent même pas en parler parce que on le verra sûrement dans d'autres vidéos. Le problème, c'est que si quelqu'un, sur une chaîne quelconque, ouvre un petit peu trop sa bouche, eh bien, il se fait littéralement jarter. Comme par exemple, on va aller voir ça tout de suite, je vais vous montrer ça en image. Voilà, donc ça sera quand même beaucoup mieux en image. Donc le Quai d'Orsay n'aurait pas renouvelé l'agrément diplomatique de Makogonov, brillant francophone dont les arguments faisaient mouche sur BFM TV. De facto, c'est une expulsion. Alexander Makogonov, c'est cette personne sur la photo. La France interdit des chaînes de télé dont C8, l'Arcom n'a pas renouvelé C8. Bannit des plateformes de vidéo, Rumble, ferme des comptes X, alors ça c'est vraiment abusé, c'est de la censure. Arrête le boss de Telegram, fait du chantage à Pavel Durov pour qu'il nous donne des petites portes dérobées sur ce qui se passe sur les comptes Telegram, histoire de pouvoir faire de la censure et puis peut-être aller chercher 2-3 personnes pour les foutre en prison ou pareil, faire du chantage avec ce qui se dit sur les discussions de Telegram, veut censurer l'interview de Trump par Tucker et aurait expulsé Makogonov de France. Bref, tout ce qui dit la vérité, ça dégage, c'est effrayant de totalitarisme. Et ça fait peur. C'est la botte qui vient s'écraser sur votre visage dans le livre 1984. Allez le lire, il est juste exceptionnel et c'est criant de vérité sur ce qui peut arriver d'ici quelques années dans notre monde actuel. Parce que le monde penche littéralement de ce côté-là. On a un état profond, c'est du coup c'est l'objet de cette vidéo, c'est bien, mais on a un état profond qui a des envies de pouvoir, et des envies de pouvoir telles qu'il est prêt à sacrifier n'importe quelle vie qui vit sur Terre pour atteindre son objectif. Il est prêt à le censurer, à le torturer, à le châtier, à le bannir, à le détruire, à le mutiler, à l'escroquer, à le torsionner, bref, à tous les mots qui sont un peu dérangeants à dire et surtout à visualiser pour atteindre leur fin. On va découvrir ça tout de suite, mais voilà, si on dit la vérité, sur les chaînes mainstream, on peut se faire dégager. Dont, c'est arrivé il y a quelques heures, hein, je vous dis ça, ça a été publié à 4 heures, ça à 2 heures, on est le 11/09/2024. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, celui qui ouvre sa bouche se fait littéralement détruire. Alors, retournons sur notre vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est l'état profond? Je vous laisse écouter les explications de Claude Janvier qui sont juste très claires et je pense que quand vous aurez vu cette vidéo, vous aurez compris ce qu'est l'état profond. Cher Claude, merci d'être là en tout cas ce soir. On va parler de choses pas trop marrantes, en fait, on va parler de ça. Voilà, l'état profond français, qui, comment et pourquoi. Chez K Édition, tu l'as coécrit avec François Lagarde et toi-même, tu es essayiste, chroniqueur et auteur et co-auteur, bien sûr, je l'ai dit, de ce livre extrêmement intéressant que j'ai relu cet été, parce que j'avais lu déjà, je l'ai relu cet été, et j'ai dit à Claude, il faut que tu reviennes là-dessus parce qu'il y a plein d'informations, plein de choses dont il faut parler ce soir. Et en tout cas, merci d'être là, mon cher Claude. Merci à tous. N'hésitez pas à me dire d'où vous nous regardez et aidez-nous, bien entendu, vous le savez, c'est très, très, très important parce que la censure bat son plein en ce moment, c'est une véritable fête de la censure. Oui, en ce moment, on va pas le relire, on l'a vu en début de vidéo, en introduction. C'est la fête de la censure. La censure bat son plein et j'ai l'impression que ça n'a pas encore atteint son paroxysme. Je pense qu'on va encore avoir des belles petites pépites d'ici les mois ou les années à venir. Donc ça devient craignos
Et c'est pour ça que vous devez vous abonner à Putsch Media et à tous les médias qui sont dits alternatifs et indépendants. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne parce que j'ai décidé de faire aussi partie de ce mouvement, de réagir sur des actualités, de réagir sur des choses comme ça qui ne sont pas dites dans les médias mainstream parce que sinon ces gens-là, hein, ces gens qui pourraient ouvrir leur bouche et donc partager des informations importantes aux citoyens français, se font sauter, littéralement. On verra ça dans une autre vidéo, hein, mais vraiment, le pouvoir a les moyens de faire dégager tous ceux qui oseraient parler de quelque chose d'un peu trop sensible à l'encontre du pouvoir mis en place. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre, L'État profond, qui, quoi, comment, pourquoi, etc., de Claude Janvier. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais il m'intéresse, donc je vais m'empresser de le lire pour pouvoir en parler dans les détails. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va continuer cette vidéo. Allez, cher Claude, là-dessus, ce livre-là, je voudrais commencer par le commencement avec une question basique, mais extrêmement ô combien importante. De quoi parle-t-on quand on parle de l'état profond, Claude? Et bien, quand on parle de l'état profond, on parle de quelque chose qui ne se voit pas. C'est-à-dire, on voit le président, on voit les ministres, bien sûr, mais on ne voit pas le haut appareil d'État, toute la haute fonction publique et la haute sphère privée. En fait, quand on parle d'un état profond, c'est de ça qu'on parle. On parle de tout ce que l'on ne voit pas. Voilà. Et donc, il y a un état profond dans tous les pays, il faut le savoir. Hein. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas qu'un état profond dans la France. Mais alors après, on peut faire le distinguo de suite. Hein. Il y a un état profond qui peut aller dans le sens du bien commun, du bien-être des peuples, et on peut avoir un état profond qui ne va pas du tout dans le sens du bien commun et pas du tout dans le sens du bien-être des peuples. Et c'est malheureusement le cas de notre pays. Voilà, donc grosso modo, on a d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le camp du mal. D'un côté, on a un camp qui va œuvrer dans l'ombre pour le bien commun, pour que tout se passe bien dans le pays, pour que tout se passe bien avec les autres pays. Et de l'autre côté, on a le camp du mal, un peu comme l'Empire dans Star Wars, qui va essayer de tout détruire, tout gangréner pour le pouvoir et toujours plus de pouvoir. Parce que le pouvoir, ça fait tout. Avec le pouvoir, tu as tout. Tu peux museler des gens, tu peux les asservir, tu peux les utiliser, tu peux estorquer de l'argent, tu peux tout faire. Et tu peux même te protéger du monde entier. Parce que si tu es aux manettes, dans l'ombre, que personne ne te voit, et que tu manipules tel un marionnettiste des pantins, par exemple la présidence, le président de la République, le gouvernement avec le Premier ministre, et puis tous les députés, etc. Hein, tu peux en mettre un petit peu partout, tu peux les manipuler un peu comme tu veux, vu que tu fais partie de l'ombre, et que tu as des moyens de les faire plier ou de les faire taire. Tu peux censurer, tu peux détruire, tu peux anéantir, tu peux évacuer quelqu'un de force ou dans la douceur, mais généralement ça se fait assez violemment, comme on a pu le voir en début de vidéo avec Alexander Makogonov, qui s'est fait littéralement lyncher en vas-y, retourne dans ton pays, on ne veut plus de toi, on ne veut plus entendre tes propos sur BFM TV. Voilà, donc l'état profond, c'est des gens que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, qui manipulent d'autres gens que l'on voit, que l'on connaît, sur qui on va pouvoir taper, cracher, s'énerver, mais ces marionnettistes, eux, comme on ne les connaît pas, c'est compliqué de les traquer, de les trouver, de leur cracher dessus, d'aller les choper, de leur demander des comptes, de les faire arrêter leurs méfaits. Et c'est ça qui est compliqué avec l'État profond. On a pu le voir avec les États-Unis pendant les élections. Là, actuellement, c'est les campagnes présidentielles des États-Unis. Et on a pu voir que l'État profond a essayé d'assassiner Trump. L'État profond américain a essayé d'anéantir Donald Trump. Parce que forcément, sa vision de la politique ne va pas dans le sens de leur vision de l'avenir, dans le sens de leurs priorités, de leurs intérêts personnels à ces gens de l'ombre, ces gens qui, dans l'ombre, gouvernent littéralement les États-Unis d'Amérique. Et dans chaque pays, on va avoir des gens de l'ombre, un État profond, qui va aider ou manipuler cet État qu'on a visuellement, nous, public, sous les yeux. Là, actuellement, par exemple, en France, on a Emmanuel Macron, Michel Barnier et tous les autres qui sont derrière. Et ça, c'est une analyse très intéressante parce que, personnellement, dans quelques vidéos, hein, je ne sais pas si je les ai déjà sorties, montées, etc., mais je sais que quand j'ai tourné des vidéos et que je parlais de l'état profond, eh bien, j'avais du mal à mettre des mots sur ce qu'était l'état profond. Je voyais très bien
la CIA, le FBI, etc., qui se mêlaient un petit peu des affaires des autres, qui allaient censurer, faire de la censure, de la délation, qui allaient mettre des gens en prison, faire de la pression, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'ils vont mettre leur grain de sel dedans et puis ils vont manipuler des gens pour atteindre des objectifs précis. Et aujourd'hui, je peux dire que l'État profond, c'est des gens qui sont dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Bon, globalement, je l'avais déjà assez bien résumé, mais maintenant je le comprends mieux et j'espère que pour vous, c'est pareil. Et maintenant, on va essayer de voir ce que l'État profond peut faire à un pays via cette vidéo et peut-être d'autres. Je ne sais pas, j'ai pas trop le temps de tourner, on verra bien. Je vais essayer de faire un truc condensé, mais ça c'est difficile. Me connaissant, je vous promets rien. Finalement, l'État profond, on pourrait le définir comment? Est-ce que c'est la haute administration? Est-ce que c'est les agences d'État? C'est tout ça l'État profond finalement. Qu'est-ce qu'il englobe aujourd'hui au sein de l'État français? Alors, les deux, c'est la haute administration publique et la haute sphère privée, avec le cœur central, le pivot central qui est Bercy. Bercy, Oui, c'est le oui, nerf de la guerre. L'argent, de toute façon, ça a toujours été le nerf de la guerre, on est bien d'accord. oui. Donc, Bercy, nous sommes dans un pays riche. Alors, je parle toujours au présent, bien que la France en a pris un sérieux coup dans l'aile, mais on est quand même un pays riche. Donc, à partir du moment où un pays est riche, il attire forcément les convoitises de pays étrangers. Et forcément, comme les politiciens américains et anglo-saxons sont quand même réputés pour être les pilleurs de la planète, forcément, nous attirons, la France attire donc le regard des USA, évidemment. Donc, on peut aujourd'hui, depuis Oui. quelque temps déjà d'ailleurs, Oui, ça c'est une réalité, ça fait plusieurs années qu'on subit les attaques répétées des États-Unis. Les États-Unis, ça fait 10, 20, 30 ans et plus qu'ils nous attaquent perpétuellement pour nous piller nos technologies, nos compétences, notre industrie, tout ce qui a de la richesse. Et heureusement qu'on n'a pas dans nos sols des gros gisements de minerais, des terres rares, du pétrole, du gaz, des ressources énergétiques faramineuses, parce qu'on aurait sûrement subi le même sort que l'Irak. Hein, rappelez-vous, Colin Powell avait agité voilà, une espèce de fiole d'anthrax qui n'en était pas. Et finalement, ils ont attaqué l'Irak sur un mensonge. Sur un mensonge. J'ai envie de vous dire, la France, ça aurait été pareil. Ils l'auraient attaqué sur un mensonge pour nous piller des ressources essentielles pour eux. C'est ce qu'ils font actuellement par, on va dire, pays interposés avec l'Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est quoi? C'est juste une guerre de ressources. C'est-à-dire que quand cette guerre sera terminée, la Russie aura gagné, ça c'est certain, l'Ukraine aura perdu, et qu'est-ce qui va se passer? C'est les États-Unis qui vont venir reconstruire et qui vont s'accaparer les ressources. Il y a déjà des contrats qui ont été signés avec BlackRock, etc., pour reconstruire. Donc tout ça, c'est fait pour récupérer des ressources, c'est fait pour piller des richesses. Ça a été le cas dans tous les pays dans lesquels ils ont attaqué. Alors, il y a aussi des guerres économiques. On a pu le voir sur l'affaire Alstom. Ils nous ont piqué littéralement la branche énergétique d'Alstom via un truc de ouf. Allez voir comment ça s'est passé. Alors, j'ai plus tous les détails en tête, mais je sais qu'il y a eu une prise d'otage vénère avec un Français, un cadre de chez Alstom, qui a littéralement été abandonné par la France et qui a fait de la prison, qui a dû... voilà, il a demandé à des amis à lui d'hypothéquer, enfin même pas d'hypothéquer, de mettre en garantie des biens à eux à hauteur de plusieurs millions d'euros pour pouvoir sortir. Et finalement, il est sorti, il est revenu en France et il a dû retourner aux États-Unis pour purger sa peine parce que la France n'a pas été capable de le protéger. En attendant, cette prise d'otage, elle a quand même mené à la vente d'Alstom. Grande braderie. Parce que ça a été vendu pour une miette de pain. Et là, on le rachète pour le double de ce qu'on a revendu. En bref, et ça, c'est qu'un exemple. Les États-Unis nous attaquent perpétuellement. On est la cible des États-Unis parce que, effectivement, on est un pays riche pour l'instant, même si on a pris un petit coup dans la tronche, on reste encore un pays riche et on fera que ça de se faire attaquer parce que les États-Unis veulent tout s'accaparer. Ils vont acheter des entreprises pour piller les brevets. Comme ça, les technologies leur appartiennent. Donc si tu développes une technologie ultra sensible qui peut avoir un intérêt stratégique pour ton pays, eh bien eux vont venir et ils vont te le piquer. Ils vont mettre de l'argent au capital, ils vont t'aider à développer le projet. Et si le projet les intéresse, s'ils voient que c'est viable, etc., si c'est quelque chose qui devient vraiment intéressant pour eux, hop, ils remettent un billet, ils prennent l'entreprise, ils prennent les brevets. Et ça appartient aux États-Unis et plus à la France.
Parce que la France n'aura pas fait l'effort de soutenir cette industrie, cette innovation, cette recherche. Et donc, on se fait piller des talents, des richesses. Quelle que soit la forme de la richesse, on se fait piller continuellement. Ça, c'est pour tous les pays. Là, je divague un peu, mais c'est une réalité. C'est une vraie réalité. BlackRock a un peu son rond de serviette à Bercy, le cabinet McKinsey aussi, la banque Rothschild aussi, puisque quand même Emmanuel Macron sort directement de la banque Rothschild, hein, c'est pas un scoop. Hein. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle vite fait, parce qu'en 73, on avait Georges Pompidou qui avait travaillé chez Rothschild. Juste, je fais une petite parenthèse, vous voyez que ce qu'il vient de dire, c'est que globalement, on a quand même des poids lourds de la finance qui sont à la table de M. Macron. Tu dis, là, ils ont leur ronde serviette à la table du président. C'est que ils viennent, ils mangent à table à l'Élysée et puis ils discutent business de comment on va lier les intérêts des deux pays et surtout comment BlackRock ou n'importe quelle autre entité va pouvoir piller des ressources de la France. Sachant que Macron, effectivement, vient de la banque Rothschild. Donc forcément, il ne va pas couper les ponts comme ça, hein. Puis d'ailleurs, s'il a été placé là, en France, c'est pas pour rien. S'il a été placé en tant que président avec son CV, c'est pas pour faire mumuse avec les Français. Non, c'est pour tout casser et tout transférer. C'est-à-dire faire un pillage par le chaos. Et qui nous a quand même sorti la loi dite de Rothschild, la loi de 73, qui a permis à l'État français... Je voulais justement qu'on en parle, parce que je voulais faire une introduction là-dessus, parce que ça me semble intéressant, tu vas en parler là-dessus. Oui, parce que cette histoire de la loi de 73, elle a beaucoup été évoquée pendant les Gilets jaunes, beaucoup au début du mouvement. C'est une loi qui m'a été beaucoup rappelée pendant mes premiers ronds-points Gilets jaunes, et je voulais justement qu'on en parle de ça, on va parler de tous les sujets, mais la loi 73, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a changé? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur cette loi. Hein. Si je dis pas de conneries, c'est la loi où on interdit à la France de battre monnaie et d'emprunter à des taux négatifs. D'avoir accès à la Banque de France, d'emprunter et de se financer via ses propres moyens de production monétaire. Du coup, tu deviens dépendant des marchés et puis de ta propre économie. Si ton économie est à zéro, bah, tu dépends des marchés financiers. On va voir si c'est bien de ça qu'il parle. Voilà, je voulais qu'on soit précis. Pour faire simple, basiquement, avant l'arrivée de cette loi dite de Rothschild, en réalité, l'État français pouvait emprunter à la Banque de France à un taux quasiment zéro. Voilà. En gros, pour faire simple, hein, sans rentrer dans la complexité. Et depuis cette loi, l'État a toujours emprunté à la Banque de France, sauf avec des taux d'intérêt. Et là, a commencé effectivement à générer, la France a commencé à générer de la dette, puisque évidemment, au bout d'un moment, et ça s'empile, etc., etc. Et on a commencé à générer de l'inflation. Puisqu'à partir du moment où on génère de la dette, on génère de l'inflation. J'ai failli mettre sur pause pour le dire, hein, parce que dette égale inflation. Voilà, c'était pour faire simple, mais de toute façon, en substance, c'est réellement ça. C'est-à-dire que l'État a perdu sa souveraineté et le contrôle donc, de la Banque de France, qui est quand même la banque d'État, en fait, hein, qui est une banque nationale. Donc voilà, en gros, c'est ça. Parce que c'est vrai que cette loi a été beaucoup critiquée, une fois, je répète, par les Gilets jaunes, parce que moi, j'ai vraiment commencé à entendre beaucoup parler pendant les Gilets jaunes, et on a eu les contre-feux de la presse oligarchique qui nous ont dit, mais pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est des jugements hâtifs, c'est des passes relatives. On a eu un contre-feu, j'ai trouvé très puissant, très violent de la presse de plateau, ce qu'on appelle la presse de cour, finalement. Oui, parce qu'en fait, tu as mis le doigt et les Gilets jaunes ont mis le doigt sur ce qui fait mal, c'est-à-dire à partir du moment où on appuie sur le furoncle, ça fait mal. Et on peut tout à fait comparer cette loi de 73, dite loi de Rothschild d'ailleurs, comme un furoncle. Et évidemment, quand on commence à émettre des critiques, et bien tout d'un coup, on se fait rentrer dedans par toute la presse mainstream aux ordres. Hein. Mainstream aux ordres. La presse mainstream aux ordres. Ça résume tout. À la base, les médias, c'est un peu le contre-pouvoir du peuple. C'est les médias qui étaient censés faire le rôle d'opposition. C'est-à-dire que si les politiques dérapaient un petit peu, si les politiques faisaient un peu de la merde, il y avait toujours un journaliste ou quelqu'un qui allait enquêter, qui allait dire voilà, bon, monsieur, il n'y a pas un problème. Vous voyez, le journaliste qui pose des questions gênantes, des questions qui sont épineuses, et le politique qui doit s'expliquer, il le fait sur une chaîne de télé qui était, ou même un journal, mais qui était lu par beaucoup de monde. Aujourd'hui, tu allumes la télé, je ne sais pas combien de chaînes tu peux mettre, mais si tu appuies sur 999, je suis sûr qu'il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne Canal 999. Donc vous voyez, il y a des canaux qui sont juste hallucinants. Peut-être qu'on peut même aller au-delà. Peut-être qu'on peut aller sur des chaînes 10 000, 11 000, 25 000, etc. Je ne sais pas combien il y a de canaux, mais globalement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc on a le choix. Et les gens peuvent se noyer dans le flux de médias. Et on a aussi les médias alternatifs, c'est-à-dire tout ce qui va se passer sur Internet.
Les médias qui ne sont pas contrôlés par l'oligarchie, par l'État profond, bref, par quelqu'un qui a des intérêts à protéger et qui veut utiliser l'information pour protéger ses intérêts ou faire propager sa vision des choses. Donc un narratif. Le truc, c'est qu'il y a trop de médias. Il y a trop de médias. Et du coup, le travail de journalisme a énormément changé par rapport à ce qui se passait à l'époque. À l'époque, c'était des enquêtes, c'était des débats, c'était des hommes politiques qui répondaient à des questions de journalistes et forcément, c'était un peu plus compliqué, sachant que le monde entier regardait le peu de canaux qu'il y avait et le peu de journaux qu'il y avait. Donc forcément, l'information, même si elle était contrôlée, elle était un peu plus muselée. Aujourd'hui, il y a trop de médias, il y a trop de canaux et il y a trop de journalisme amateur. Et même au sein des médias dits mainstream, et qui sont aux ordres, justement, c'est plus devenu du journalisme de commentateurs. Vous allumez n'importe quelle chaîne d'information, c'est des gens qui commentent toute la journée des informations, des news, voilà, des événements. Il n'y a plus un travail de fond, de recherche, etc. Des fois, c'est une fake news qui est reprise par toutes les chaînes, qui va être débattue, commentée. Le lendemain, boum, c'était un fake, on recommente là-dessus. Le surlendemain, boum, il y a une autre info qui ressort et en fait, c'était pas un fake, c'était quelque chose. Et en fait, c'est que ça, c'est que du je te renvoie la balle, etc. C'est du commentage, C'est un travail de commentateur. Et aujourd'hui, bah, c'est facile, en faisant du journalisme de commentateur, de manipuler l'information, puisque tu as juste à demander à tous tes commentateurs qui sont aux ordres, qui veulent leur petit billet qui est subventionné par l'État, hein, parce que les chaînes sont principalement subventionnées par les États et par des milliardaires. Donc, forcément, ces gens-là, ils ne veulent pas perdre leur place, ils veulent rester chroniqueurs, ils veulent pouvoir prendre leur petit billet, avoir un bon petit salaire, leur petit siège qui est bien au chaud, et puis voilà, hein, si on leur dit de parler de tel sujet pendant 15 jours, ils vont parler de tel sujet pendant 15 jours. Si on leur dit d'avoir une certaine ligne éditoriale, un certain discours, eh bien, ils ne s'en priveront pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont reçu l'ordre de faire de la désinformation, de voilà, de noyer le poisson dans la masse de conneries qu'il va y avoir dans ce métier de journaliste commentateur. Et donc, bah, dès qu'il se passe quelque chose, boum, tu as l'État profond qui va ordonner à ce que tous les médias se mettent à divulguer certaines informations, parler d'un narratif, développer quelque chose qui va faire en sorte que toi, qui regardes la télé mais qui ne t'informe pas spécialement plus que ça, tu vas te dire, bon, ça passe à la télé. J'ai confiance, hein, c'est à la télé, donc normalement j'ai confiance. Donc je vais accepter que cette vérité qui m'est dite là aujourd'hui devant moi dans mon poste de télé, c'est la seule et unique vérité. Je ne vais pas aller chercher ailleurs, voir s'il y a une autre source d'information, s'il y a quelqu'un qui dit autre chose, qui montre une preuve, qui va développer un sujet, qui va essayer de creuser. Non, je vais juste prendre l'information et même adopter eh bien, ce comportement de commentateur un peu débile parfois, hein. Franchement, quand je vois la qualité des débats qu'il y a, enfin si on peut appeler ça des débats de journalistes commentateurs sur les chaînes dites d'information, bah ça fait peur, hein. Souvent, c'est des mecs qui se prennent le chignon sur une phrase, sur une expression, c'est quelqu'un qui va critiquer l'autre, l'autre qui va répondre, et puis le lendemain, ah, et l'autre il m'a critiqué, blablabla, mais lui qu'est-ce qu'il fait, blablabla, et vous avez juste allumé une chaîne de télé, une chaîne d'information, ça fait un peu flipper, hein, très honnêtement. Moi, personnellement, quand je regarde la télé, il y a que, à la limite, CNews qui sort un petit peu du lot. Et c'est vrai que quand je regarde une chaîne d'info, je regarde CNews parce que je ne suis pas noyé dans ce flot de conneries, même s'il y en a, hein, évidemment, mais ça reste une information qui reste, je sais pas, il y a un truc qui est différent sur cette chaîne. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, voilà, on a l'oligarchie, on a l'État profond qui va maîtriser, qui va contrôler les médias et qui va contrôler l'information et le narratif qui va rentrer dans ta tête. C'est pour ça que dans certaines vidéos, je dis souvent l'État, donc là du coup on parle de l'État profond va faire en sorte de mettre de la merde dans ta tête et cette merde, il va tellement t'en faire bouffer que tu vas finir par aimer le caca et tu vas te dire, je veux ma ration de caca journalière parce que j'aime le caca. Tu vois?
À force de te mettre de la merde dans la tête, tu finis par kiffer la merde. Et c'est ça sur toutes les lignes que maîtrise l'état profond. Toutes les ficelles qu'il peut maîtriser, c'est dans le but de te soumettre à sa volonté, quel que soit le moyen utilisé. Mais en réalité, en substance, cette loi nous a amené à commencer à aborder la spirale descendante de notre pays. Et c'est un énorme problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Georges Pompidou était à la Banque Rothschild, Emmanuel Macron est passé par la Banque Rothschild. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant quand même parce que ce qui prouve que la Banque Rothschild est toujours là. Elle est toujours présente en France et elle est toujours présente via Bercy. Voilà. Oui. On en revient un peu à ça. Ouais. Est-ce que finalement, cette loi de 73, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild, dont tu parles dans ce très très bon livre, chers amis, pour ceux qui viennent nous rejoindre ce soir, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Claude Janvier, L'État profond français, qui, comment, pourquoi, on va en parler ce soir. Et merci d'être là, Claude, et merci à vous, bien sûr, d'être là. Vous êtes très nombreux, du Portugal, de la Réunion également, de l'Aveyron, vous êtes un peu partout, comme étudiant en France, un peu. Regardez dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui disent, voilà, par exemple, il y a un commentaire, c'est la loi de 73, c'est le début de la société de contrôle, tout simplement. Oui. En clair, l'escroquerie financière de base et l'exploitation des bulles fictives par État soumis au FMI bis. Nos impôts nourrissent les copains coquins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop sous-coté, oui, mais la loi 73, c'est un cancer. C'est excellent. C'est les simples, c'est est-ce que cette loi met finalement le premier drapeau dans la perte de la souveraineté financière et bancaire que nous connaissons aujourd'hui, sachant que nous devons remettre le 20 septembre ou plus notre petite feuille de route à Bruxelles avec Michelou, Troïka Barnier. Oui, le 20 septembre, on doit remettre le plan d'action, je crois, sur 3 ans pour réduire le déficit à 3%. Et ce papier, on doit le remettre à Michel Barnier qui va le remettre à la Commission européenne. Voilà, pour éviter une mise sous tutelle ou d'autres contraintes qui pourraient être financières plus tard. Dans les commentaires, je vois 1973-2023, 50 ans après, qu'en est-il donc? Eh bien, 50 ans après, c'est 50 ans de déficit cumulé. Voilà, depuis qu'on emprunte finalement avec des taux d'intérêt, eh bien, chaque année, on a des déficits qui sont cumulés et puis ça fait des effets exponentiels. Donc en fait, on a une dette qui devient de plus en plus grosse, un peu comme une boule de neige. Au début, on a un petit flocon, 2, 3, 10, 100, 1 million. Et puis au bout d'un moment, la boule de neige devient très très grosse, très très lourde et elle descend de plus en plus vite la pente, ce qui fait qu'elle devient toujours de plus en plus grosse et de plus en plus inarrêtable. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer avec la dette française. Elle commence à dérailler. Et c'est pour ça que ça fait 2 années de suite qu'on se trompe sur le déficit prévu, programmé du budget français. C'est pour ça qu'on a des commissions qui s'enchaînent, des auditions de monsieur Bruno Le Maire qui sont juste à mourir de rire. C'est évidemment des copier-coller de mauvaise foi, de tout ce qui est plus abject d'une personne qui ne reconnaît pas ses fautes et qui croit vraiment sincèrement au plus profond de ses tripes qu'il a sauvé la France. Allez voir, c'est juste exceptionnel. On fera une vidéo là-dessus, mais c'est lunaire de voir des personnes comme ça. Hein. Lui, l'état profond, il n'a pas été le chercher parce qu'il sait compter. Non, non, il a été le chercher parce qu'il est le pantin parfait. Il est le pantin parfait. Et en plus, il est détestable. C'est-à-dire que quand il va partir, les gens vont se rappeler de Bruno Le Maire comme le pire, mais vraiment le pire ministre de l'économie et de la finance. À de loin. On va se rappeler de Bruno Le Maire comme le mec qui a fait 1100 milliards de dettes supplémentaires en seulement 7 ans. Voilà, c'est juste ça, Bruno Le Maire. Et ça, c'est un bon pantin. Ça, c'est le pantin parfait. Honnêtement, je pense que si je faisais partie de l'état profond, j'aurais pas trouvé meilleur candidat. Et ça me ferait même mal au cul de voir qu'il va s'en aller. Parce qu'il faut retrouver un autre pantin, aussi détestable que lui, qui fait aussi de la merde. Ça va être encore une autre affaire. Mais bon, maintenant qu'il y a Michel Barnier au pouvoir, j'ai envie de vous dire, s'il n'est pas censuré, ce type va faire exactement ce qu'attend de lui l'État profond et surtout l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne. Puisque finalement, on a remis les clés de l'Élysée, du pays, à Madame Ursula von der Leyen. Voilà, l'État profond est génial. L'État profond est génial. Il sait manipuler les choses. C'est juste exceptionnel. Écoutons ce qu'il a à dire. Vous allez voir, si je me rappelle bien, il parle des présidents et... Oui, absolument. Ça a été le début de la fin. Parce qu'il faut comprendre que le général de Gaulle était le seul président non atlantiste de la Ve République. Tous les autres présidents après lui ont été des atlantistes. C'est pas pour rien que le général de Gaulle est dans le cœur des Français
le président qu'ils ont préféré. Alors certes, ils l'ont dégagé, il est parti, il a démissionné, mais ça reste qu'aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est passé, le président qu'on regrette le plus. Et aujourd'hui, il y a de beaucoup plus en plus de Français qui réclament un nouveau général de Gaulle. Alors, avant que le nouveau général de Gaulle 2.0 fasse son apparition, je pense que l'État profond nous aura déjà coulé et enterré dans une chape de plomb et sous 50 milliards de mètres cubes de béton armé. Voilà. Convaincu, y compris François Mitterrand, qui s'en défendait d'ailleurs, mais qui était de toute façon un atlantiste. Ouais. Donc, à partir du moment où tous les autres présidents ont été des atlantistes, ils ont tous posé les jalons pour que les USA viennent piller notre pays. Et les Américains ont débarqué en Europe en 1917. Ils ne sont pas venus en 1917 nous aider, contrairement à la croyance, à la légende urbaine, parce qu'en 1917, en réalité, on était sur le point de gagner la guerre avec les Anglais, puisque les Allemands étaient à bout de souffle, nous aussi, mais en réalité, on avait l'avantage. Alors, les Américains sont arrivés en 17, soi-disant les sauveurs. Que nenni, ils ne sont pas du tout venus en sauveurs, ils sont venus pour mettre le pied en Europe et commencer à piller l'Europe. Et c'est pas que en 1917, c'est aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont débarqué, ils voulaient nous imposer une monnaie qui était une monnaie qui nous aurait asservi, qui n'était pas une monnaie souveraine et qui était mise en place par les Américains. Ils voulaient aussi nous prendre notre or. D'ailleurs, je crois de mémoire qu'ils avaient pris l'or, enfin du moins c'est les Français qui avaient mis l'or en sécurité aux États-Unis. Et du coup, les États-Unis voulaient garder cet ordre. Et c'est le général de Gaulle qui a fait rapatrier l'or des Français en France parce que le général de Gaulle avait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que les Américains n'étaient pas là juste pour faire copain-copain et pour soutenir la France. Non. C'est ce qu'ils font depuis 1917. Ce sont des pilleurs. Ils sont en train de nous piller avec l'accord de nos dirigeants, puisque nos dirigeants ont été placés là par l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne et par le complexe militaro-industriel américain via Bruxelles. Et donc, tous nos dirigeants vont dans le même sens. Et puisque tu évoquais Michel Barnier, à l'instant, on m'a posé la question ce matin, ce que j'en pensais de la nomination de Barnier. Je fais une réponse assez lapidaire. Et c'est un européiste, un atlantiste. Il a été un covidiste forcené. Il a quand même, avec Nicolas Sarkozy, François Fillon, eh bien, il a contribué à trahir les Français pour le traité de Lisbonne, puisque majoritairement les Français avaient dit non au traité de Lisbonne, et Sarkozy avec Fillon et lui aussi ont dit oui. Et il a quand même appelé à voter Macron en 2022. Donc Michel Barnier, il n'y a rien à en attendre. Il va continuer à servir la soupe d'Emmanuel Macron et il va continuer surtout, il ne va pas contredire en rien la politique d'Emmanuel Macron. Il va contribuer effectivement à toujours donner les clés de notre pays à l'impérium US. C'est exactement cela. Voilà. Pour faire court, parce que pourquoi il dit US et moi je dis l'UE? Bien tout simplement parce que tu as les États-Unis qui contrôlent l'UE, parce que l'UE a été mis en place par les États-Unis, ils ont mis en place l'euro. Et du coup, forcément, c'est une chaîne de commandement, c'est-à-dire que tu envoies les ordres à l'un qui envoie les ordres à l'autre. Donc en fait, les marionnettistes de l'État profond français sont sûrement manipulés eux aussi ou font directement partie de l'État profond américain. Alors après, là, moi personnellement, ça dépasse mon domaine de compétences, mes connaissances, etc. Donc évidemment, c'est compliqué de développer sur ce sujet. Après, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite vraiment à aller consulter la chaîne du Cercle Aristote, notamment une vidéo qui s'appelle Frexit, tout va bien se passer, qui a été tournée avec Alain Falanto, qui a écrit un livre qui porte le même titre, Frexit, tout va bien se passer. Ce livre, c'est une véritable mine d'informations sur la zone euro, sur sa création, sur la création de la monnaie euro, sur sa position dans le monde et surtout comment on pourrait faire le Frexit, comment on pourrait quitter l'Europe en tant que Français, en tant qu'État-nation et donc retrouver notre souveraineté nationale. C'est une mine d'informations, je vous invite vraiment à lire ce livre et surtout à consulter cette chaîne, puisque cette chaîne aussi est une mine d'informations, évidemment. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo de cette chaîne, justement la vidéo en question, Frexit, tout va bien se passer, avec Alain Falanto, pour vous montrer, vous faire comprendre pourquoi je dis que l'euro a été mis en place par les États-Unis. En fait, ça a été créé grâce et à la base avec le système bancaire américain. Sans ça, ça n'aurait pas pu se monter. Donc, dans ce court extrait de vidéo, vous allez comprendre quel est le rôle que joue l'euro, la monnaie euro dans le système bancaire mondialisé qu'est le système actuel, et surtout dans quelle mesure l'euro a été placé là pour servir les intérêts des États-Unis. Vous allez voir, c'est court, ça dure 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes maximum, mais c'est très parlant. Vous allez voir, c'est sympa, écoutez. Le tortionnaire de la Grèce, lui, voulait l'expulser pour ensuite, parce qu'ils avaient peur, à raison, que la Grèce se relève très vite,
pour la torturer ensuite. Et oui, nous torturons la Grèce pour que les Italiens entendent ses cris. Et entendre ses cris. Et en réalité, c'est Timothy Geithner, secrétaire d'État américain, qui a dit aux Allemands, vous allez vous calmer, parce que l'euro, c'est une machine créée par les banques américaines, donc en réalité, j'ai mon mot à dire là-dessus. Il s'est invité aux réunions, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Il est arrivé de nuit, et il avait un plan d'ailleurs extrêmement technique, comme les Américains savent faire, parce que pour lui, c'est tout à fait normal, l'euro, ça servait à une chose, ça sert à ce que le monde bancaire européen, regardez l'exemple de la France, quand j'étais gamin, la France, c'était une table à 4 entre le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel pour l'Est, la Société Générale et la BNP. Oui. Une table à 4. Avant, aujourd'hui, tous les spécialistes en valeur du trésor qui gèrent nos dettes sont des boîtes américaines. Oui. Toutes les actifs d'Europe, je parle sous votre contrôle, sont en 20 ans passés pour une part non négligeable dans des mains américaines, et ça, c'est grâce à l'euro. Voilà, donc en gros, c'était une manière de s'accaparer la majorité, une grosse partie des actifs européens. Parce qu'avant, ça se passait, comme il le dit, avec une table à 4. Maintenant, les États-Unis ont tout absorbé et ont leur mot à dire un petit peu partout. Et surtout, grâce à la puissance du dollar, ils peuvent imposer les règles du jeu qui leur font plaisir finalement. Donc c'est ça le vrai problème de l'État profond américain qui va s'abattre sur l'État profond français, qui va s'abattre sur la vie des Français et sur la finance et sur l'économie et sur la vie de tout à chacun. Voilà. Et pour la petite précision, pour ceux qui n'auraient pas compris, il parlait de la crise de la Grèce, la crise de la dette qui a eu lieu en 2011-2012 et qui a mis la dette de la Grèce dans une situation très difficile. D'ailleurs, les taux d'intérêt ont monté à 30%, plus de 30%. La dette a été effacée, mais actuellement, la Grèce ne s'en est toujours pas remis. La Grèce ne fait que s'enfoncer. Et malheureusement, la vie des Grecs, c'est littéralement terminé. C'est-à-dire que les Grecs ne font plus d'enfants, les Grecs n'ont plus de perspectives d'évolution économique. Les Grecs sont un peuple mort. Et c'est ce qui peut littéralement nous arriver en France, hein, parce que actuellement, on a quand même 3200 milliards de dettes. Vous pouvez doubler, même un petit peu plus, si on rajoute leur bilan. On est presque à 7 milliards, 7000 milliards. Si c'était que 7 milliards, ça serait bien, mais 7000 milliards de dettes sur la France. C'est juste énorme. C'est juste énorme. La Grèce, dans cet extrait de vidéo, il parle de la crise de la dette grecque, et la Grèce, c'était 300 milliards. 300 milliards d'un côté, et nous, c'est 3200 milliards quasiment, aujourd'hui. Donc c'est hyper violent. C'est vraiment deux poids, deux mesures, et c'est vraiment, je pense, une crise qui pourrait être systémique. C'est-à-dire que si la crise de la dette française dérape, c'est toute la zone euro qui peut littéralement s'effondrer. Et c'est pour ça que on a eu un rapport de monsieur Mario Draghi qui préconise d'investir et de mutualiser une dette globale entre les 27 pays de l'Union européenne. D'accord ? Il veut endetter l'intégralité des pays dans une dette commune à hauteur de 800 milliards d'euros chaque année. Et donc, avec cet argent, il va l'investir. Enfin, la Commission européenne, la Commission de l'Union européenne va choisir dans quelle entreprise, dans quel domaine ils vont investir cet argent. Et ensuite, c'est à nous, en tant que pays, de payer cette dette. C'est-à-dire que l'argent va être émis, les actifs vont être achetés ou les entreprises vont être subventionnées. Et c'est à nous de cracher l'argent en nous endettant nous-mêmes, en mettant une part d'argent dans le pot. Sachant que tous les pays ne sont pas égaux, hein. La France a beaucoup plus de poids que la plupart des 27 pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire que c'est nous et l'Allemagne qui allons vraiment cracher de la monnaie. Donc c'est nous, en tant que Français, qui allons prendre cher. Bon, c'est pas c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais vous voyez à quel point ça peut déraper. L'État profond, lui, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à carrer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire du profit. Parce que tous ceux qui sont aux manettes, tous ceux qui sont en train de jouer les marionnettistes dans l'ombre, eux, ils s'en mettent plein les fouilles, littéralement. Ils s'en mettent plein les fouilles. Ils cumulent le pouvoir et l'argent. Donc, pourquoi s'en faire ? En fait, à la limite, ce sera encore mieux. Parce que quand tu endettes quelqu'un, tu l'emprisonnes.
Tu le rends esclave de cette dette. Donc si tu endettes ton peuple, si tu l'enclaves, eh bien tu l'obliges à travailler toute ta vie, enfin toute sa vie plutôt. Toute sa vie, il va travailler pour toi, ne serait-ce que pour sortir un peu la tête de l'eau et respirer. Et comme ça, tu le maintiens finalement sous ta botte. Donc tu peux lui écraser le torse, la tête, autant que tu veux. Il sera ventre à terre et il ne pourra plus se relever parce qu'il n'aura plus le souffle et la capacité de le faire. Je veux dire, si tu as la tête sous l'eau, tu penses qu'à une chose, c'est à respirer. Tu ne penses pas à te rebeller, à essayer de faire changer les choses. Tu penses juste à ta propre survie et à la survie de ta famille. Et finalement, c'est vers ça qu'on va. Je vous invite vraiment à lire le livre 1984 de George Orwell. Vous allez voir, ce livre, c'est juste hallucinant. C'est hallucinant. On fera une vidéo là-dessus. Parce que dans ce livre, on traite littéralement du crime de pensée. C'est-à-dire que si, là, par exemple, ce que je suis en train de faire là sur YouTube, je parle de l'état profond, je parle de ces magouilles, je parle de cette envie machiavélique de détruire le pays et de détruire littéralement l'ensemble des pays de l'Union européenne pour en faire un espèce de j'arrive même pas à le dire, boulga, un truc immonde, quoi, un espèce de machine infernale à endetter les gens et à les asservir pour du pouvoir. Et dans ce livre, quelqu'un qui aurait juste eu la simple idée de tourner cette vidéo, ou même juste l'idée de penser que l'Union européenne était là pour détruire la France, les autres pays, etc. Bref, ne serait-ce que remettre le pouvoir qui est en place en question, c'est un crime de pensée. Et dans ce livre, dans cette réalité parallèle qui a été inventée par George Orwell, tu disparais. La nuit, il y a des gens qui viennent te chercher et qui te font disparaître. Et tu es même effacé de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils effacent ton existence. Plus personne n'entend parler de toi, personne n'a de souvenir de toi. Enfin, les gens ont le souvenir que tu as existé, mais ils n'osent même pas en parler ou émettre le simple nom ou prénom de la personne sous peine de risquer de la même chose. Donc les gens sont contraints de penser avec une pensée unique qui est celle du parti qui est au pouvoir. Voilà. Donc, lisez ce livre, c'est vraiment une pépite. Ça se lit en une quinzaine d'heures. Vous avez une version audio qui dure 11 heures. Et franchement, ce livre m'a glacé le sang. Mais vraiment. Parce que il y a quand même des choses qui se rapportent à notre réalité à nous. On en voit, on voit la censure, on voit la violence qu'il y a parfois dans la gestion actuelle. On l'a vu avec les gilets jaunes, la réforme de la retraite. La crise du Covid, c'est vraiment un État qui va essayer de te museler et de te mettre ventre à terre par tous les moyens. Et si tu as l'audace de te rebeller, ne serait-ce qu'un peu, ils vont t'écraser. Et plus tu vas essayer de te rebeller, plus la botte sera lourde et puissante. Lisez ce livre, c'est incroyable, ça saisit. Voilà. Et quand on parle d'état profond, là, on y est en fait dans ce livre. Parce que finalement, on a une figure qui est Big Brother. J'ai dit que je ferais une vidéo sur ça plus tard, donc je vais peut-être pas trop développer, mais globalement, on a une figure qui est Big Brother. Et cette figure représente un idole. Vous devez l'idolâtrer et c'est lui qui va protéger le parti, qui va vous protéger, qui veut votre bien, qui veut que la vie soit belle pour vous, etc. Et qui essaie de vous apporter du confort. Or, en fait, ce qu'il fait, c'est tout l'inverse, il vous détruit. Mais ce n'est pas lui le vrai problème. Parce que lui, c'est juste la figure que tout le monde voit, tout le monde pense à Big Brother quand on parle du parti, etc. Mais en fait, derrière, on ne sait pas qui tient les manettes. Dans ce livre, on apprend que le parti est limite immortel, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un Big Brother qui va mourir, Big Brother sera éternel, et en fait, il y a des gens qui sont aux manettes et on ne sait pas qui sont aux manettes. On ne connaît pas l'identité de ceux qui sont aux manettes de cet État, de ce parti qui est tyrannique et qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de posséder le pouvoir et de posséder le pouvoir ultime. Le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui et le pouvoir de penser, de contrôler vos cerveaux. Vraiment, ce livre est incroyable. Et clairement, si on voulait définir l'état profond vraiment le plus machiavélique,
celui qui ferait partie de l'Empire, du côté obscur de la force, eh bien ce serait le parti de Big Brother dans 1984. Là, c'est le pire du pire du pire. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Vraiment, c'est horrible. La fin de ce livre est horrible. Lisez-le, ou regardez la vidéo quand j'en parlerai, je ferai du spoil. Mais franchement, un état profond comme ça, j'en voudrais pas. Parce que là, ça voudrait dire qu'on ne serait plus des humains, mais juste des coquilles sans âme. Voilà. Revenons à nos moutons. Alors, je voulais vous montrer un autre extrait de cette vidéo. On va parler d'Emmanuel Macron et de son ascension au pouvoir, à la présidence. Parce que cet homme, il débarque de nulle part. Littéralement, il était quasiment très peu connu du grand public. Et d'un coup, boum, il est projeté, propulsé, catapulté au pouvoir. Il devient président de la République. Mais comment ça s'est passé tout ça? Pour moi, c'était assez obscur, c'était assez bizarre. Parce que personnellement, quand ça s'est passé, je m'intéressais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout à la politique. Donc, je m'en foutais un peu. Mais par contre, quand j'ai compris comment ça s'est passé, franchement, ça m'a mis une claque. Parce que j'ai compris à quel point les médias étaient essentiels et puissants dans la stratégie de l'État profond. Parce que l'État profond utilise le pouvoir des médias pour contrôler nos esprits, nos cerveaux et nos pensées et nos actes. Il manipule comme ça la plupart des gens qui sont abétis par les chaînes d'information et la désinformation continue que la télé peut proférer via la radio, les journaux, les médias type journal télévisé, les débats politiques, les débats de plateau, les films, les séries, etc. Bref, tout ce qui peut être utilisé pour orienter la pensée d'une personne. Et c'est très puissant, c'est très puissant. Et comment Emmanuel Macron a été placé au pouvoir? Eh bien, Claude Janvier y répond dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo en entier. Elle dure quoi? 1h04. Les secrets bien gardés de l'État profond avec Claude Janvier sur Putsch Média. C'est une très très bonne vidéo. D'ailleurs, cette chaîne est une pépite. N'hésitez pas à vous abonner et à les soutenir en leur faisant des dons. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a quand même démarré sa carrière en tant que ministre de l'économie et des finances, donc à Bercy. C'est là, quand même, à cette époque, qu'il nous a bradé Alstom, qu'il a commencé donc à détruire notre pays au niveau industriel. Il a quand même fait un passage à la banque Rothschild, ça nous l'avons évoqué. Et ensuite, il faut comprendre aussi, on en revient à l'État profond, c'est comment ce parfait inconnu du grand public, parce qu'Emmanuel Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie et des finances, en réalité, c'était un parfait inconnu du grand public, et comment une personne comme tout à fait inconnue a pu passer de ministre, du poste de ministre, chef d'État. Ouais. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est que ça s'est fait grâce à une agence de communication qui s'appelle Still & Holt, créée par un certain Sylvain Faure, qui est un homme qui a conseillé étroitement Emmanuel Macron. Mais en 2017, quand Emmanuel Macron s'est fait élire président, en réalité, il s'est fait élire grâce à Still & Holt, qui quand même lui a obtenu 8000 articles de presse à l'époque. C'est énorme, 8000 articles de presse, j'imagine même pas ce que ça représente. Je veux dire, quand tu gères un blog, déjà écrire, je sais pas moi, 100 articles, ça représente quand même, allez, si tu travailles bien, une bonne année d'édition, c'est-à-dire 2 articles par semaine. 2 articles par semaine, et encore, tu as pris des vacances. C'est juste énorme. 8000! C'est-à-dire que les médias se sont lâchés littéralement, et il en a collé partout. Tu m'étonnes qu'après, avec une couverture médiatique comme ça, tu es surreprésenté et surconnu. En fait, tu rentres dans la tête des gens. Dire quand on te vomit quelqu'un comme ça à la télé toute la journée, sur toutes les chaînes, parce que le mec fait 50 plateaux, parce que sur tous les sites internet que tu croises, tu as Emmanuel Macron en gros plan et en gros titre, qui fait la une parce qu'il a fait telle ou telle chose, c'est le Mozart de la finance, il va apporter du changement, du dynamisme, de l'argent à tout le monde, du bonheur, etc. Bah forcément, tu y crois. Et puis tu te dis, bon, on va peut-être changer un petit peu de fusil d'épaule, peut-être, hein, je sais pas moi, Sarkozy, Hollande, c'est un peu de la... Voilà, il y en a marre. On va prendre un petit jeune qui est prometteur et qui promet justement de redynamiser le pays, de lui rendre ses lettres de noblesse. Au lieu de ça, bon, bah, on a eu Emmanuel Macron, le fossoyeur de tombe, le fossoyeur de Français et de souveraineté française. Mais bref,
Écoutons, mais quand même, 8000 articles, c'est juste exceptionnel. 1000 articles de presse écrite, sans compter les interviews de télé, sans compter les interviews de radio. Ça veut dire que cette agence de communication s'est employée à faire élire Emmanuel Macron. Donc on voit bien encore qu'il y a une collusion entre le public et le privé. Ouais. Et quand j'ai épluché personnellement un peu le comité de direction de Spinal Note, il y a du lourd. Hein. Ouais. Sylvain Fordega, c'est un personnage assez conséquent. Mais juste à côté de lui, il y a des jeunes louveaux dans l'ongle. Hein. Une dénommée Laura Barcal, je crois, si j'ai Bon, je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Là, en gros, il parle d'une personne qui a 35 ans, qui a un CV long comme le bras, qui a des diplômes longs comme le bras, et qui travaille justement à faire en sorte que cet état profond fonctionne hyper bien. Voilà, c'est des gens en fait qui sont très très haut placés. D'ailleurs, Nicolas dit que c'est l'armada. Hein. C'est l'armada, c'est pas rien, c'est costaud l'armada. Ils sortent les grands moyens. Et ça avec 35 ans. Hein. Imaginez quand ça aura 20 ans d'expérience en plus, les dents longues super affûtées, je peux vous dire que ça bouffe n'importe quoi, hein, même de l'acier trempé. Et donc, le pauvre Français qui passe sa vie sur BFM TV, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance de s'en sortir, c'est impossible. On va regarder un autre extrait. Ce qu'il faut comprendre aussi, quand on parlait tout à l'heure de pantouflage, c'est-à-dire de quelqu'un de la haute administration publique qui passe dans le privé, par exemple en remerciement pour avoir flingué les Gilets jaunes, Christophe Castaner, pour ne pas le nommer, en remerciement d'avoir généré 13 morts, 27 personnes qui ont perdu un œil, plus de 150 blessés graves, handicapés à vie, etc., et bien il est remercié. Il est président aujourd'hui de la société qui gère le tunnel du Mont Blanc et il est président aussi du port autonome de Marseille. Ah, quand même, et ce monsieur doit émarger, je ne sais pas, entre 150 et 200 000 euros par an. Voilà. C'est juste exceptionnel. Je veux dire, quelqu'un de lambda qui occupe un poste, voilà, responsabilité élevée, fait juste un blessé. Déjà, il va avoir des emmerdes, hein, il va avoir des dommages et intérêts à payer toute sa vie, parce qu'il va falloir payer les soins d'une personne. Mais là, 1500 personnes blessées, des morts, et toutes les violences psychologiques qui ont suivi pour les personnes qui ont participé aux manifestations et qui souvent étaient des personnes qui étaient pacifiques, voilà, j'ai envie de te dire, normalement, c'est la peine de mort, là. Enfin, je suis pas en train de faire l'apologie du crime ou c'est juste, en fait, logique. Tu vas aux États-Unis, tu fais juste un crime. Je pense que si t'es un peu malade et que tu fais, je sais pas moi, 5-6 meurtres, t'es un serial killer, tu finis dans la ligne verte. Hein. T'as compris l'idée, quoi. Tu vas te faire exécuter. Tu vas rester en prison très très longtemps, et puis au bout d'un moment, on va venir te chercher, on va te dire, bon, bah c'est le dernier jour, au revoir. Merci d'avoir patienté. Et là, lui, il est remercié avec un salaire annuel qui est compris entre 150 et 200 000 euros par an. Voilà. Sachant qu'il continue en fait à garder sa fonction, sa place dans la haute fonction publique. C'est ça le pantouflage. Hein. On pourrait revenir plus en détail dans une vidéo qui concernerait le pantouflage, mais globalement, le pantouflage, c'est tu passes de la haute fonction publique, tu quittes ta fonction, tu gardes les privilèges, tu gardes le salaire, etc. C'est trop bien. Mais tu quittes cette fonction-là et puis tu vas rentrer dans une entreprise privée. Tu vas toucher du salaire, hein, tu vas toucher tes rentes. Donc voilà, le fruit de ton travail, forcément. Tu es dans une place salariée, donc tu gagnes ton salaire. Et puis à côté de ça, tu continues de toucher tes avantages, tes indemnisations, tes rentes à vie qui te sont dues par le service public. Et puis du jour au lendemain, si tu en as marre, tu peux retourner dans le public parce que ta carrière continue. Et tu cumules comme ça les postes, les revenus, les primes, etc. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ce système est juste délirant. Et ça, c'est payé avec vos impôts. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de malade. Bon, bagatelle. Tout ça pour avoir effectivement fait régner la terreur envers des manifestants tout à fait pacifiques. Ouais. On a Édouard Philippe aujourd'hui qui revient à la soupe, hein, concrètement. Il ne faut jamais oublier qu'Édouard Philippe, c'est lui le Premier ministre pendant les Gilets jaunes. Hein. Il faut quand même, à un moment donné, le dire, le redire. Et ce monsieur s'est déclaré candidat en 2027. C'est inadmissible pour les Français, c'est un contrecarre d'Édouard Philippe, concrètement. Puis je trouve que c'est inadmissible et indigne de se déclarer dans une situation pareille. Et puis maintenant, il nous a dit il y a 2 jours qu'il se présentait aussi à la mairie du Havre. Bah, bon courage. Bon courage. Franchement, Édouard Philippe, ce serait quand même un truc de ouf de revoir ce type-là, mais en tant que président.
C'est-à-dire qu'après Emmanuel Macron, on aurait Édouard Philippe, qui est littéralement un clone de Macron, hein, finalement. C'est la même lignée. Donc en fait, on continuerait exactement sur la même politique. Et puis, il pourrait très bien garder un Barnier ou un clone de Barnier en tant que Premier ministre. Et donc, rebelote. On repart encore pour 5 ans, 7 ans, 8 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand les Français vont être abétis et vont rester ventre à terre et vont continuer de se faire piétiner la tête par la grosse semelle du pouvoir. Mais il y a peut-être un moment où les gens vont peut-être quand même, je l'espère, se réveiller. C'est quand même incroyable de voir ce système de pantouflage. Enfin, je trouve ça hallucinant, moi. Clairement, je trouve ça vraiment hallucinant. Et ça, c'est vraiment un système de copinage, hein. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont dans la fonction publique, ils vont récupérer beaucoup d'informations, ils vont avoir un gros carnet d'adresses. Et puis, voilà, une fois qu'ils sont constitués un bon patrimoine, un bon portefeuille de carnet d'adresses, d'informations croustillantes qui vont leur permettre de performer et d'apporter une vraie valeur ajoutée à une entreprise, eh bien, ils vont se faire embaucher par le copain, ou ils vont leur mettre voilà, des petits avantages financiers, leur faire des cadeaux, etc. Mais on va en reparler plus tard dans une autre vidéo, hein, parce que j'ai pas envie de me répéter. Mais je trouve ça vraiment... C'est immonde. Ah, tu quittes la haute fonction publique, tu ne peux plus y retourner. Ça devrait être impossible. Ça devrait être impossible. Ça les ferait réfléchir, parce que là, en fait, c'est la porte ouverte, c'est l'open bar au capitalisme de connivence. C'est-à-dire que tu es au courant de ce qui va se passer ou tu vas apporter un atout à une entreprise qui va te permettre, en fait, de gagner beaucoup d'argent. C'est vraiment, c'est une forme de tricherie, quoi. Et puis surtout, on devrait aussi faire en sorte que ces hommes ou ces femmes politiques soient responsables de leurs actes. Parce qu'actuellement, ils sont dans l'impunité la plus totale. Je veux dire, il faudrait vraiment pouvoir... voilà, par exemple, Bruno Le Maire, moins 1000 milliards, enfin 1100 milliards maintenant, hein, 1100, même 1150 milliards d'euros de dette en plus. Je veux dire, là, il faudrait qu'ils puissent rendre des comptes, au lieu d'aller faire le zouave comme ça à la commission des finances pour faire une audition devant tout le monde et puis dire, voilà, il s'est flagellé comme ça avec du jambon. Ah, c'est trop bon, ah, j'adore le jambon. Franchement, mon mandat, mon bilan, mon septennat a été juste incroyable. J'ai sauvé l'économie, j'ai sauvé les entreprises, j'ai sauvé les Français, tout le monde est heureux, tout le monde est content. C'est le pays le plus attractif d'Europe, les investisseurs veulent tous venir en France. On a réindustrialisé le pays, l'industrie hein, ne s'est jamais aussi bien portée, on a très peu de chômage, etc. Bref, voilà, allez voir cette audition qui dure quasiment 3 heures, c'est incroyable. Et c'est que ça, c'est que ça. Il s'auto-flagelle, il est content de son bilan. Mais c'est juste hallucinant, quoi. Bref, je me répète, mais en fait, ça résume un peu ce que je pense ou pas? C'est confus. Ces gens-là me passent par le nez, quoi. C'est juste pas possible. On a des gens c'est des truands, hein, c'est des truands. Voilà, c'est des truands. C'est des truands légaux, en fait. Parce qu'ils ont la loi et la légitimité, entre guillemets, entre leurs mains. Parce que les gens leur accordent cette légitimité. Même s'ils sont pas contents, même si vous votez contre eux, etc. hein, pendant les législatives, on voulait... la plupart des gens qui ont voté, c'était pour dégager Macron et la Macronie. Et tous ces lascars, hein, littéralement. C'était pour les dégager. Finalement, on s'est fait braquer les élections, ils sont restés en place et ils sont même plus puissants qu'avant la dissolution de l'Assemblée nationale et le vote des législatives. Mais si les gens étaient vraiment révoltés, si les gens voulaient vraiment récupérer la souveraineté, le pouvoir du peuple souverain tel que c'est écrit dans la Constitution de la France, eh ben le peuple serait dans la rue et serait en train de tout casser, littéralement. Quitte à ruiner le pays, il serait en train de tout péter. Et il y aurait 68 millions de Français qui seraient à la porte de l'Élysée en train de défoncer les portes pour aller les chercher. Alors encore une fois, je suis pas en train de faire un appel à ce que tout le monde aille là-bas pour péter des portes hein, et des têtes, mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est-à-dire que si les Français étaient vraiment pas d'accord avec ce qui se passait, bah, ils seraient là-bas en train de se battre pour récupérer la souveraineté du pays.
Or là, bon, bah, les Français se laissent faire, les Français sont ventre à terre, et les Français ne se réveilleront malheureusement que lorsque le frigo sera vide. Et il n'y aura pas que le frigo, hein, il y aura le pays qui sera vide. Et on aura tout vendu, tout bradé, les caisses seront vides, il n'y aura plus d'hôpitaux, il n'y aura plus d'écoles, il n'y aura plus rien, il y aura plus rien. Voilà. On sera tous entre pauvres et entre cons, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est ce qui nous attend. Voilà. C'est génial. Vive la France. Égalité, fraternité et escroquerie. Voilà. C'est génial. Il n'y a plus de liberté. Vous avez compris, hein, je ne le dis pas parce qu'il n'y a plus de liberté. On est en train de nous les voler. Donc, bon, on sera tous égalité quand on n'aura plus rien. Et puis voilà. On va continuer. Et puis ensuite, on va s'arrêter parce que la vidéo va devenir trop longue. Je vais essayer de faire un format d'1 heure, 1 h 30 maximum. Je sais que de toute façon, j'aurai pas de vues. C'est ça le problème de cette chaîne et de parler de ce genre de sujet, c'est que direct tu es shadowban. Donc si vous êtes sur cette vidéo, si vous aimez partager, liker, commenter, surtout dites-le moi si vous êtes là, vous êtes tombé par hasard comme ça, dites-moi comment vous êtes tombé sur la vidéo et surtout likez, quoi. Aidez-moi à propager ce message. Parce que la censure, voilà, la censure, on est invisible. Choisissons un autre extrait. Quelquefois, des gens me disent oh oui, mais Emmanuel Macron, il est stupide. Non, il n'est pas stupide du tout. Il est froid et calculateur. Et tout ce qu'il entreprend, il l'entreprend parce qu'il respecte l'agenda pour lequel il a été mis là. Et d'ailleurs, il a fait le ménage dans toute la haute administration publique, puisque toute la vieille garde un peu des hauts fonctionnaires d'État, bon, ben, maintenant, ils ont été mis en retraite, etc. Il a remplacé toute la haute administration publique par des jeunes et des jeunes nouveaux dans l'ombre. Et c'est si vrai qu'en 2023, il a supprimé le dernier bastion qu'on avait à peu près d'indépendants encore au niveau d'administration publique. Je veux parler ici des diplomates. Oui, C'est-à-dire, il a dit, par un discours effectivement assez lourd de conséquences, il s'est adressé aux diplomates au Quai d'Orsay, il leur a dit, voilà, maintenant, ou vous rejoignez le pot commun des administrateurs de l'État, ou vous dégagez. En gros, il a supprimé donc l'école pour être diplomate et pour être ambassadeur. Mais c'est très grave, c'est parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quel fonctionnaire d'État peut se retrouver bombardé ambassadeur, mais n'est pas ambassadeur qui veut. C'est une école, ça s'apprend. Ouais. La diplomatie, ça s'apprend. On ne peut pas aller dialoguer avec un pays étranger, avec même son homologue ambassadeur d'un pays étranger, encore plus si ce pays étranger est un peu belliqueux à notre égard, etc. C'est un métier, ça s'apprend. Et force est de constater qu'il a tout nivelé. C'est-à-dire il a fait table rase, effectivement, sur le dernier bastion qui était un peu indépendant. Ça, c'est un truc de malade. Et c'est vrai que souvent, on entend dire que Macron, c'est un idiot, on est gouverné par des idiots, des incapables, etc. Mais ça serait leur accorder trop de bonté. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes leur bilan, depuis qu'ils sont là au pouvoir, et depuis Sarkozy, hein, parce que ça a commencé vraiment à partir de Sarkozy, bah, tu peux pas leur accorder ce petit doute sur le fait qu'ils sont idiots, parce que c'est pas possible. Tu peux pas te tromper comme ça autant de fois. Tu peux pas faire autant de mal à un pays autant de fois d'affilée. Statistiquement, tu es obligé de faire une chose ou deux de bien de temps en temps. Et voire réussir au moins une chose sur deux. Tu peux pas tout rater, tu peux pas détruire un pays comme ça à ce point-là. En 7 ans, faire moins 1000 milliards d'euros de dette, bah, je veux dire, il a fallu 20 ans pour faire ça avant. Et là, ils l'ont fait en 7 ans. Et c'est encore en train d'accélérer parce que actuellement, ça dérape. Ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que le budget est en train de déraper, qu'ils sont en train de faire des coupes budgétaires et des économies dans tous les sens. C'est pour vous dire à quel point ça accélère. Et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, bah là, ça va être exponentiel. Comme je l'ai dit, la dette va exploser. Et ces mecs-là, ils l'auront fait en une décennie. C'est juste des génies. En fait, tu peux pas dire qu'ils sont idiots. C'est juste pas possible. Ils sont là, et comme il le dit, ils sont là pour respecter un agenda qui a été imposé par un État profond ou deux, et qui a pour but d'absorber, de dissoudre la France et de l'absorber dans un organisme qui sera plus gros. Et donc, on va devenir les petits toutous d'un truc qui sera immonde et beaucoup plus gros que nous. Donc, on n'aura plus notre mot à dire, on sera juste là pour survivre. Survivre, hein, clairement. Et servir des intérêts qui ne seront évidemment pas les nôtres. Ils vont devenir progressivement les maîtres du monde. Et Macron, Le Maire, etc. sont juste des petits pantins qui sont utilisés par les marionnettistes. Et il y en aura d'autres, malheureusement. C'est-à-dire que si tu ne fais pas un grand nettoyage dans le système, il y en aura d'autres. Tu peux en dégager 1, 2, 3, 10, 100, 1 millier.
il y en aura toujours d'autres. Il y a un vivier derrière. Il y a un vivier de pantins. Et c'est incroyable, hein, c'est malsain, mais c'est la vérité. Et d'ailleurs, dans l'audition de Bruno Le Maire et de Cazeneuve, il y a quelqu'un qui a dit à Bruno Le Maire, vous êtes un voleur, etc. Vous ne pouvez pas vous défausser, vous savez très bien ce que vous faites, et vous le faites en pleine conscience. Et vous ne prenez même pas la peine de le maquiller. Et vous êtes là à vous flageller, quoi. Et bon, ça n'a pas plu à Bruno Le Maire, mais force est de constater qu'il y a quelqu'un qui lui a mis dans les dents. Et ça, c'est bien. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'il y a un peu de vérité qui ressort de temps en temps. Il y a quand même des personnes dans ces institutions qui portent encore un peu leur coronesse et qui n'ont pas peur de se tuer littéralement au niveau de leur carrière. Hein, parce que ça peut très mal finir pour eux. Vraiment. D'ailleurs, il l'a menacé. Il lui a dit, si j'étais pas démissionnaire, on peut le voir cet extrait. On va le regarder, on va rigoler un petit peu. Je vais aller le chercher. Voilà. Donc, évidemment, je vous invite vraiment à aller regarder cette audition en entier. Vous allez voir que c'est un truc de malade. Déjà, le début, c'est épique. Vraiment, c'est de l'autosatisfaction fois 10 000. C'est un truc de malade. Ensuite, c'est de la mauvaise foi, c'est du mensonge. C'est je suis le meilleur, j'ai fait tous les meilleurs choix possibles. Et à l'avenir, je vous conseille de faire les choix que je vous indique parce que sinon, vous allez vous planter. Le pays est sur la bonne voie, l'économie est sur la bonne voie, on se porte bien, tout le monde dit que ça va mal, mais en fait, non, tout va bien, etc. Et puis, à la fin, c'est règlement de compte dans tous les sens, parce qu'il y a la moitié des députés qui sont dans la salle qui sont là pour le déglinguer. L'autre moitié sont là pour, vous avez compris, hein, vous voyez ce que je fais, mais dans l'ensemble, c'est plouf-plouf, quoi. Il y a un petit peu de chaque côté, des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. En tout cas, il y a des vérités qui ont été dites, surtout par le LFI. Beaucoup de membres du LFI se sont lâchés. Pour le coup, on ne peut pas leur reprocher ça. Ils y vont avec le mordant. Écoutez, c'est juste tordant de rire. Et en même temps, c'est juste triste que ça soit rare, ces événements. Et même jouissif. Parce que quand tu vois ça, forcément, tu te gargarises. Tu te dis, putain, mais il y en a enfin un qui a ouvert sa bouche. Enfin, il y en a plusieurs, hein, honnêtement. Je vous invite vraiment à le regarder. C'est exceptionnel. On va regarder ça tout de suite. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Depuis 2017, vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux Français. S'agit-il d'incompétence? Non. Vous savez pertinemment ce que vous faites. Vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes, que c'était un accident. Vous avez sciemment vidé les caisses de l'État et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025. À tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle. Vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement. Vous cherchez 30 milliards pour 2025. Plutôt que d'accuser les collectivités locales, commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année aux plus riches. J'ai une question, monsieur le ministre. Quand comprendrez-vous que les Français ne veulent plus non seulement de vous, mais aussi de vos politiques mortifères? Je comprends un peu mieux, après vos propos, monsieur le député, pourquoi 75% des Français rejettent la France insoumise. Parce que dans le fond, vous abîmez cette commission des finances qui se déroulait jusque-là sereinement dans un climat démocratique. Vous abîmez la démocratie et vous abîmez la République. Vous avez de la chance parce que, comme je me retire de mes fonctions de ministre, je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation. Mais si j'étais resté dans mes fonctions, je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la République et je vous aurais poursuivi en diffamation. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de Cazeneuve, déjà, qui est un peu décomposée. Parce que, ils osent dire quand même, il y en a qui osent. Il y en a qui osent, malgré le fait qu'il y a les sanctions qui peuvent tomber derrière, il y en a qui osent, mince. Il y a peut-être des gens qui vont nous tomber dessus d'ici 10, 15, 20 ans, 30 ans. Il y a peut-être des gens qui vont venir nous chercher. Et puis derrière, vous avez cette tribu, cette assemblée de conseillers ou je ne sais quoi qui sont venus accompagner Bruno Le Maire. Et ils sont là derrière, genre ouais, c'est bien, vas-y, défonce-le, vas-y, c'est bien, vas-y, mets-le en diffamation, vas-y. Piétine-le, écrase avec ta botte. Ne te laisse pas faire, Bruno. Ne te laisse pas faire du tout. Même si c'est vrai, ne te laisse pas faire. Ne les laisse pas croire qu'ils ont une chance de dire la vérité. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ils parlent du pantin qu'ils ont mis au gouvernement. Le Premier ministre, Monsieur Michel Barnier. J'ai eu du mal là. Et il dit une chose très juste, c'est que quand ils sont à l'hôpital, il dit bon, on pourra pas faire de miracle, hein. On pourra pas faire de miracle, on va pas pouvoir sauver tout le monde. De toute façon, ça s'est déjà clochardisé, désolé. Et puis ça se clochardisera encore plus. Donc au lieu d'attendre 6 heures en moyenne aux urgences, vous attendrez, je sais pas moi, allez,
6 heures de plus, ça pourrait être drôle. Comme ça, il y aura des trous de balles qui vont crever en trombe et puis on m'emmerdera un petit peu moins. Je vais vous montrer un extrait parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vu de très juste, une réflexion de Tom Benoît sur les dépenses des recettes de l'État. Donc de tous les prélèvements, des taxes, des impôts, donc l'argent qu'il nous prélève à nous Français, et puis ensuite les dépenses liées à la dette, parce qu'évidemment on n'a pas assez d'argent pour financer tout ce qu'il y a besoin de financer, donc on emprunte sur les marchés financiers. Je vais vous montrer un extrait, vous allez voir, c'est parlant. Et quand on parle des hôpitaux, et que l'autre il dit on ne pourra pas faire de miracle, eh ben déjà commencez par arrêter de dépenser n'importe comment, messieurs. Voilà, écoutez bien, c'est parlant de vérité et mon Dieu qu'il touche à chaque fois dans le mille. Je kiffe Tom Benoît comme beaucoup, je pense. C'est pour ça qu'il est autant surmédiatisé en ce moment sur YouTube, sur X, etc. Parce que c'est quelqu'un qui attaque au bon endroit et avec les mots justes. Il sait mettre les mots sur les vrais problèmes et sur les vrais enjeux et sur les vraies causes de ce qui pose problème. Et surtout, il arrive à décrire, à décrypter ce qui va se passer à l'avenir. Et malheureusement, ça fait peur. Ça fait très peur. Mais bon, je vais juste vous faire écouter cet extrait qui pour moi est très parlant. Un pays qui est en bonne santé, parce qu'il y a des endroits où il faudrait dépenser, où il vous manque 2 milliards dans l'hôpital aujourd'hui, les services des urgences. C'est scandaleux la façon dont on gère notre population en matière de, même pas de santé publique, mais de maladies réellement, et d'accueil des malades dans les services des urgences. Ils demandent 2 milliards de plus, ne serait-ce que pour pouvoir tenir. Ils les ont pas. Et par contre, on met 1,4 milliard pour nettoyer la Seine. Vous voyez le problème. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme, c'est assez simpliste et réducteur de dire de bon sens, mais évidemment qu'il faudrait qu'il y ait un comité qui puisse structurer les économies à faire, à ne pas faire, et les secteurs où il faut en faire. Ça, c'est une évidence. Voilà. On a besoin de 2 milliards juste pour restaurer un peu de dignité dans le service des urgences. Et ça, on va te dire, bon, bah, écoutez les gars, on fera pas de miracle. Par contre, 1,4 milliard pour la Seine. Hein, 1,4 milliard juste pour nager 3 fois dans la Seine. Juste pour faire un peu de com comme ça, pour les JO, pour dire, ouais, vous avez vu, on a investi dans un système qui va nous permettre de nettoyer la Seine et de faire en sorte que les Français puissent se baigner dedans. Mais non, mais non. Mais non, c'est juste un chiotte immense où tu peux te baigner et attraper des maladies. Voilà, c'est tout simple. Ça va pas plus loin. 1,4 milliard, tu les aurais jetés dans tes toilettes. Bon, ça aurait bouché les toilettes. 1,4 milliard en billets, ça fait beaucoup. Encore pire en pièces, mais... c'est des chiottes de luxe à ce prix-là. Franchement, c'est un truc de dingue. Voilà, et c'est comme ça sur beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de postes de dépenses qui sont hallucinants. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais en parler le mieux. Je sais pas, vous pouvez aller voir Marc Touati qui va en parler expressément bien, hein, parce qu'il illustre tout avec des tableaux qui sont bien parlants, et puis il va dans le détail. Ça, si vous voulez un économiste qui va vous expliquer où va l'argent et comment il est dépensé, il n'y a pas meilleure chaîne. Parce que lui, il fait que ça. Bon, il fait des interviews, mais toutes les semaines, il te fait un bilan de l'économie de France et surtout sur l'avenir de la France. Malheureusement, en ce moment, c'est un peu critique. Très sincèrement, on va aller juste jeter un œil sur sa chaîne. En ce moment, ça fait un peu peur. Sans vouloir vous déprimer, ça fait vraiment peur. Voilà, donc sur sa chaîne, vous voyez, je regarde de temps en temps pour avoir des nouvelles économiques. Franchement, je les regarde pas toutes parce que la situation ne fait que s'empirer et finalement, c'est un peu anxiogène. Mais de temps en temps, c'est bien d'aller voir parce qu'on voit effectivement que l'inflation, ça pique. La crise immobilière s'intensifie, déficit s'intensifie, ça fait 50 ans que ça dure, c'est pas maintenant que ça va s'arranger. Il compare aussi avec d'autres pays. On a aussi l'épargne, comment se protéger par exemple de l'épargne, parce qu'ils vont essayer de nous le ponctionner aussi, ça c'est un vrai facteur de risque. Comme ils n'ont plus moyen de se financer, hein, les 800 milliards de dettes qu'ils veulent émettre de manière commune, il va bien falloir les financer quelque part. Donc on va mettre en place l'union des marchés de capitaux, histoire de pouvoir créer un produit d'épargne qui va être obligatoire, imposé aux Français et puis aux autres pays de l'Union européenne. Et puis cet argent va être bloqué et puis on ne pourra plus le récupérer, sauf si on veut payer un premium, une prime, une espèce de malus. Parce que tu voudras le récupérer avant la durée
la durée définie du truc. Je sais pas comment ça va se passer, hein. Ce produit n'existe pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est dans les tiroirs. Ce qu'ils envisagent de faire, c'est prendre notre épargne et le prendre en otage. Ils vont le prendre en otage et ils vont ponctionner les intérêts que ça va générer. Donc eux, ils vont faire travailler notre argent, ils vont se gaver dessus, et nous, si on veut le récupérer, on va devoir payer quelque chose. C'est juste incroyable. Ils veulent relancer la titrisation, hein. L'origine de de la crise des subprimes, c'était la titrisation. Et à un moment donné, il faut juste pas se foutre de la gueule du monde. D'ailleurs, sur un des rapports, c'est Tom Benoît qui en parle, il dit clairement, alors c'est un rapport bref, c'est un rapport qui est sorti, qui disait justement que le problème, c'est qu'il y avait de moins en moins de titrisation, qu'il n'y avait pas assez de titrisation. Mais c'est pas pour rien qu'en fait la titrisation a réduit. C'est parce que la titrisation avait amené à la crise de 2008. Une grosse crise financière qui a coûté beaucoup d'argent. Mais forcément, le système bancaire est protégé maintenant. Parce que c'est trop gros pour... too big to fail. C'est trop gros pour s'écrouler. Donc forcément, on peut refaire de la titrisation. De toute façon, c'est les gens qui vont payer si ça se casse la gueule. On remettra juste les compteurs à zéro. Il y aura de la pauvreté, de la misère, des gens qui vont mourir parce que la misère, ça tue, hein, ça mine de rien. Puis il y en a qui vont s'enrichir parce qu'eux, ils seront protégés. On va les renflouer. On va les sauver à chaque fois, tu vois. Parce que de toute façon, ils risquent rien, hein. Les banquiers, ils n'ont pas été mis en prison en 2008. On les a sauvés, on les a enrichis, on les a gavés. Et on les a encouragés à recommencer. Alors évidemment, la titrisation à moindre échelle, mais quand même. Ils sont toujours là. Et force est de constater qu'ils vont relancer de la titrisation. Bref, c'est compliqué. On peut aussi voir sur sa chaîne les chiffres des fermetures d'entreprises. Hallucinant. Record, hein, depuis 25 mois de fermeture d'entreprises. Par ça, la France va bien, selon Bruno Le Maire. Les entreprises se sont jamais aussi bien portées. Des entreprises partout, des industries partout. C'est génial. Les seules entreprises qui vont venir, les seules usines et tout le bordel qui vont venir, c'est des trucs qui viennent, par exemple Amazon qui va venir s'installer en France pour créer tel ou tel truc, peut-être Tesla un jour qui va créer une gigafactory, peut-être que c'est déjà dans les placards ou peut-être que c'est déjà en construction, je sais pas, je suis pas informé sur tout, mais très peu de chances que ce soit des grosses usines françaises, hein. Voilà, on aurait dû continuer à faire du cassoulet et à vendre des choses qu'on savait faire au lieu de tout fermer et puis d'aller s'approvisionner en masse en Chine et à tout remettre aux mains des pays étrangers. C'est finalement aujourd'hui c'est ça, hein. On commence à importer plus qu'on exporte. Et heureusement encore qu'on exporte des choses parce que le commerce intérieur est tellement mauvais en France que si on n'avait pas le commerce extérieur, le peu de commerce extérieur qui performe encore, on serait pas bien. Voilà. Heureusement qu'on a des grosses multinationales, on crache souvent dessus, mais heureusement qu'on a des grosses multinationales qui font quand même du blé à droite à gauche parce que sinon ça serait un peu emmerdant. Bref, allez voir sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne, c'est juste exceptionnel. Par contre, si vous avez à cœur de protéger votre épargne, votre argent, votre immobilier, votre patrimoine, votre famille, accrochez-vous quand même un petit peu avant d'aller voir cette chaîne parce que c'est pas que des bonnes nouvelles. À chaque fois, il essaie d'en donner une. Des fois, c'est des petites bonnes nouvelles, des fois, c'est des vraies bonnes nouvelles, mais il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles dans ces vidéos, hein. C'est genre sur 25 minutes de vidéo, il y a 1 minute de bonnes nouvelles. Voilà, vous savez de quoi. Vous savez déjà comment vous allez être mangé sur cette chaîne. Je ne sais pas si on peut se faire un dernier petit extrait. On se refera une deuxième vidéo plus tôt, parce que c'est vrai que j'ai envie de développer plein de choses sur l'état profond, sur ces problématiques. Mais si je veux pas faire des vidéos trop longues, parce que j'ai tendance à trop m'étaler, je vais peut-être couper, je vais refaire une autre vidéo plus tard. On verra bien selon le succès de celle-ci. Bon, vu le shadowban que je me prends, je me fais très peu d'illusions. On va aller faire un petit tour, hein, sur les statistiques. Vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une vague de désabonnements. Alors, je sais pas si c'est les sujets qui ne plaisent pas ou si c'est YouTube qui auto-désabonne des gens. Apparemment, ça arrive sur des grosses chaînes et beaucoup. Donc, ça m'étonnerait même pas que sur une petite chaîne, même si c'est insignifiant, eh bien, ça puisse arriver aussi. Dans tous les cas, vous voyez, je sors une vidéo, ça fait 18 vues, 14 vues, 17 vues, 38 vues, 30 vues. Alors là, j'ai eu un 137 vues. C'est juste le pic exceptionnel du mois. C'est juste incroyable. Waouh. Mais quand même, on va aller voir ça. Délirant. Couverture. Donc la couverture, c'est le nombre d'impressions qu'il y a eu sur une vidéo. Donc le nombre de fois où cette vidéo a été proposée à une personne.
Force est de constater qu'en 2 jours, la vidéo a été proposée 277 fois. C'est ridicule. C'est ridicule. Sachant que j'ai fait des pics à 35, enfin pas en 2 jours, hein, mais sur des vidéos, j'ai fait des pics à 35-40 000 impressions. Depuis que je parle de ce genre de sujet, c'est tombé, allez, entre, allez, on va essayer d'être réaliste, entre 3000 et 9000 impressions sur une vidéo à 100 à 500. Voilà, entre 100 et 500. Donc si ça, c'est pas du shadowban, je sais pas ce que c'est. Je pense que vraiment la chaîne est censurée. C'est-à-dire que l'algorithme a dit non, tu ne sortiras pas tes vidéos, tu ne seras pas visible et tu ne seras pas un problème à l'avenir. Peut-être que si vous contribuez à cette explosion en mettant un like, un partage, un commentaire, vous allez aider la chaîne à exploser et donc à exploser cet algorithme qui me sanctionne pour avoir dit des faits et des vérités. Voilà. Ce que les médias mainstream n'oseraient pas dire pour des raisons qui sont, euh, j'ai envie de dire, légitimes. On en reparlera dans une autre vidéo, mais globalement, il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Et si, dans le narratif qui est exprimé sur une chaîne d'information, ce narratif dépasse la ligne rouge, c'est dégagé. Voilà, on t'invite plus sur le plateau, tu n'existes plus et on ne t'entendra plus. Donc généralement, quand tu es invité ou quand tu es chroniqueur, tu évites de faire des dérapages, à moins que tu aies envie de faire une fin de carrière. Voilà, prématurée. Et puis, le problème, c'est qu'après, ça te suit partout. C'est-à-dire que là, n'importe où tu vas, cette étiquette flag rouge sur ta tête, c'est-à-dire la grosse cible de l'état profond sur le dos, ce sera miette. Hein, c'est fini. Donc oui, c'est compréhensible. Moi, personnellement, j'ai pas ce problème. Je pense pas. Dans tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout, portez-vous bien.